Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sportneuf Laval, votre émission sportive sur la chaîne lavalloise. Je suis Sarah Bibeau. Et Michel Hogg. Et cette semaine, on a l'honneur de recevoir Michel Saint-Georges, le responsable et entraîneur de l'équipe Laurie pour le club de curling de Laval-sur-le-Lac. Aujourd'hui, on aborde une thématique qui est très présente dans le monde du sport, c'est-à-dire les réalités familiales dans un contexte sportif. Et on a l'honneur de discuter avec Michel aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Sarah. Comment ça va? Bonjour Michel. Bonjour, ça va Michel. très bien. Bon, on est content que vous soyez ici avec nous aujourd'hui parce qu'on va aborder quelque chose que c'est très présent dans le monde du sport. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de parents qui sont entraîneurs des équipes sportives de leurs enfants. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on voulait aborder justement, c'est faire la distinction entre être entraîneur et être père aussi. Donc, où est-ce que la famille, comment est-ce que la famille s'implique là, à ce niveau-là? Et Michel va poursuivre. C'est un peu dans la perspective où souvent on débute notre implication de façon bénévole, on veut être proche de nos enfants. Puis c'est de voir comment est-ce que les motivations qui étaient présentes au début restent avec nous, est-ce qu'elles se modifient, est-ce qu'elles changent au fur et à mesure qu'on évolue, que notre jeune évolue dans sa carrière sportive. Effectivement. Oui, mais donc effectivement, c'est une question très à point. Disons, si je touche l'angle, ce qui m'a amené finalement à entraîner mes propres enfants, à l'origine, c'est pas moi qui leur a montré le curling ou enseigné. J'ai laissé ça à d'autres. Le fait de s'amuser ou quoi que ce soit, ne voulant pas les pousser dans un sport plus qu'un autre, quoi. Lorsqu'ils ont passé une première compétition, spécialement la plus vieille Laurie, et là, je me suis aperçu qu'au niveau technique, il y avait des choses qui devaient être changées. Peut-être que les personnes en place n'avaient pas nécessairement le bagage que ça s'appelait malgré leur bon vouloir pour les amener peut-être plus loin. J'avais vu un certain potentiel et c'est à partir de là que je me suis impliqué. Et qui a amené également l'avenue de la plus jeune Cynthia. Ce qu'on tente de faire, c'était déjà là d'établir des moyens de communication, c'est-à-dire de faire une distinction entre le papa et le coach. C'est vrai. Et donc, à partir de là, sur la glace, lorsqu'on est dans une enceinte de curling, à l'origine, c'était Coach Michel et non pas papa. Plus difficile pour la plus jeune qui, à ce moment-là, avait 9 ans et qui était un peu rébarbative parce que pour elle, j'étais toujours son papa. Mais avec le temps, ça a changé. Et a fait en sorte que il y a une des joueuses qui a commencé à m'appeler Mitchell, qui est devenue Mitch. Et à ce moment-là, maintenant, toutes les joueuses m'appellent Mitch. C'est un petit peu plus personnalisé, là, c'était moins formel, entraîneur. Effectivement, qui va d'ailleurs beaucoup plus avec mon style. Ben oui. Et puis, mais ça s'est transposé également à la maison. Mes enfants ont commencé à m'appeler Mitch. Donc, les gens disent souvent « Hey, ça te dérange pas que tes enfants t'appellent Mitch? » qui fait un nickname, excusez mon anglicisme. Ben oui, c'est correct. Et puis, non, parce que c'est fait quand même dans le respect. Et on a établi également que quand c'est l'entraîneur qui parle, bien, souvent, je vais arriver, je dis, bon, mais là, c'est le coach qui parle. Même si on est à la maison ou ailleurs, versus, bon, mais là, c'est le père qui parle. Donc, on essaie de trouver des moyens. Donc, ça, il y a une façon un peu de... Je pense que c'est important de définir, de structurer ça, justement, pour qu'on puisse voir qui est-ce qui nous parle ou qui est-ce qui intervient. Puis, je pense que la difficulté peut être aussi importante du côté de l'adulte. Moi, j'ai rencontré des entraîneurs où, tu sais, on me dit, bien, comment je fais pour, justement, me distinguer, moi, dans mes rôles, comment je fais pour pas amener ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que vous procédez? Bon, il y avait déjà le moyen de communication. On tente, et là, je dis bien tenter. On n'y est pas encore arrivé. D'après moi, on n'y arrivera jamais. Non, c'est l'idéal. Oui, exactement. Mais on tente, à la maison, de ne pas... que le coach ne soit pas impliqué. Si on a une discussion de curling, c'est entre père, fille, parents, bon, etc. Mais on tente. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde un match à la TV ou quoi que ce soit, on passe des commentaires, etc. On fait souvent une relation à une partie ou quoi que ce soit qui vient auparavant. Donc, c'est pas évident. Il faut pas oublier une chose, et ça, c'est très important. Moi, tous les soirs, je m'endors à côté d'un parent de 2 de mes athlètes.
Et ça prend une communication excessivement forte. Ça, je comparerais ça si j'étais entraîneur, puis qu'il y a un parent qui est de l'autre côté dans l'aréna, puis qui a élaboré, là, puis qui a fait des commentaires, etc. Moi, ce parent-là, je suis chanceux. Elles ont un très bon parent, une très bonne épouse, qui est elle-même entraîneur. Donc, connaît le curling, connaît tout ça. Mais ça n'empêche que des fois, ça fait des discussions qui sont musclées. C'est des réalités. Ben oui, ça, c'est des réalités, exactement. En même temps, est-ce qu'elle se sent inclue? Parce que là, vous êtes l'entraîneur, vous avez vos 2 filles qui jouent sur la même équipe. Est-ce qu'il y a des moments où, par exemple, autour de la table, au souper, votre conjointe, elle se sent exclue de ces conversations-là? Ou il y a un travail qui est fait à l'inclure dans un peu la discussion? C'est un travail à faire. Oui. Parce que déjà là, dans nos propres contrats d'engagement que les athlètes ont envers l'équipe et envers elles-mêmes, on statue qu'il y a une certaine confidentialité. Donc, il y a des sujets qui sont discutés à l'intérieur de l'équipe et qui doivent demeurer à l'intérieur. Et là, ça devient plus difficile. Et effectivement, de temps à autre, ils peuvent dire, et on le sent. Alors, on revient sur le contrat d'engagement, sur la confidentialité, et on travaille là-dessus. Donc, on essaie de trouver un juste milieu, une certaine balance qui est, je le répète, pas évident. Par contre, il n'y a pas juste des mauvais côtés. Il y a d'excellents côtés du fait exemple, lorsque les filles ont gagné aux Jeux du Québec dernier à Saguenay la médaille d'or, je suis avec elles, je le vis avec elles sur la glace. C'est un feeling extraordinaire. Les avantages également, on parlait tantôt lorsqu'on visionne une partie à la télévision où on peut discuter. Là, tu as l'entraîneur qui est à côté, qui peut donner des conseils, qui peut faire une relation avec ce qu'on a pratiqué, avec la façon qu'il discute, etc., etc., la communication sur la glace. Alors, il y a énormément d'avantages qui sont là, mais il faut y aller avec parcimonie. Donc, ça vous permet un peu d'avoir la vision globale, autant au niveau père-entraîneur, donc vous accompagnez vos filles. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. En espérant que ça a aidé certains parents aussi à démystifier un petit peu ce milieu-là au niveau sport. Je vous souhaite à tous bonne chance. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à nous aussi. Bonjour, mon nom est Roberta Arguello et voici les nouvelles du sport. Au hockey, 2 Lavallois, Gabriel Bilodeau et Alexander Katerinakis, ont été retenus par Hockey Canada pour participer au défi mondial des 17 ans et moins qui aura lieu du 2 au 8 novembre à Sarnia-Lambton. Cette année, plutôt que de former 5 équipes comme d'habitude, ils ont séparé les 66 meilleurs joueurs en 3 équipes, les rouges, les noirs et les blancs. Bilodeau, défenseur pour les Foreurs de Val-d'Or, et Katerinakis, attaquant pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, joueront pour l'équipe des Blancs et espèrent remporter la médaille d'or tant convoitée. Nous souhaitons bonne chance à tous les participants de ce tournoi et félicitations à nos 2 joueurs de Laval pour avoir été choisis. Bonjour. Alors, cette semaine, je parle de gluten. C'est un sujet assez populaire et on dirait de nos jours qu'il y a plus de gens qui ne veulent pas manger de gluten que de gens qui veulent en manger. Hein. Ça semble être très à la mode. Et si vous êtes de ceux qui tolérez le gluten, vous vous posez peut-être la question, est-ce que je devrais commencer à l'éviter moi aussi? Est-ce que c'est plus santé de manger sans gluten? Alors, on va faire un petit peu le tour de la question cette semaine. Je vais vous dire les choses importantes à savoir sur le gluten et le régime sans gluten avant que vous puissiez finalement vous aventurer vers cette voie-là, qui en fait n'est pas pour tout le monde. Hein? Alors, le régime sans gluten, en principe, c'est ce qui est prescrit pour les gens atteints de maladie cœliaque. La maladie cœliaque touche environ 1 % de la population. C'est certain qu'il y a beaucoup de cas de maladie cœliaque qui ne sont pas diagnostiqués. On croit maintenant qu'il y a peut-être juste 15 % des gens atteints de maladie cœliaque qui seraient vraiment dépistés. Mais si vous avez des symptômes après avoir ingéré des produits de blé, que vous débutez un régime sans gluten, il faut savoir que vous allez biaiser les résultats du test de maladie cœliaque. Alors, c'est une des raisons pourquoi c'est très important de ne pas faire son diagnostic soi-même finalement. Alors, si vous avez passé des tests et que vous soupçonnez encore une intolérance, eh bien, vous souffrez peut-être d'une intolérance qu'on reconnaît un petit peu plus maintenant, qui s'appelle la sensibilité non cœliaque au gluten. Alors,
C'est un petit peu les mêmes genres de symptômes. Hein. La plupart du temps, il y a des symptômes digestifs, des ballonnements, des crampes, mais ça peut être aussi plus diffus comme symptômes. Il peut y avoir une fatigue extrême, des douleurs articulaires, toutes sortes des problèmes dermatologiques. En tout cas, c'est ce qui fait finalement que c'est difficile à diagnostiquer, ces maladies-là. Et cette forme-là toucherait 6 à 10 de la population. Alors, les symptômes, parce qu'on ne suit pas une diète sans gluten quand on n'a pas de symptômes, ils sont donc assez diffus. Maintenant, pour savoir si nos symptômes sont reliés ou pas, il faut exclure le gluten complètement. Pendant au moins 2 semaines, peut-être même plus 1 mois. Et c'est ce qui est plus facile à dire qu'à faire, parce que le gluten, il est partout. Hein? Alors, en principe, pour essayer de s'en rappeler où est le gluten, il y a une règle assez simple, c'est un aide-mémoire. On dit sabot. S pour seigle, A pour avoine, B pour blé. Alors, vous connaissez tous les produits de blé, les pâtes, les pains et tout ça. Hein? Il y en a pas mal dans tous les produits boulangerie. L'orge également et le triticale, qu'on ne trouve pas comme ça en sachet, mais qui est inclus dans plusieurs produits sous forme de concassé ou dans les pains habituellement à grains entiers. Alors, ces 5 céréales-là, il y a également 2 types de blé qui sont l'épeautre et le camut qu'il faut éviter. Alors, ça devient un peu compliqué, mais quand on n'a pas le choix et qu'on doit l'éviter effectivement, alors il faut vraiment consulter une nutritionniste parce qu'on se retrouve à peut-être éviter des choses qu'on ne devrait pas éviter. Manger sans gluten, ça peut causer certaines carences, hein, parce que quand on enlève tous ces produits-là, on se retrouve peut-être sans la compétence d'un professionnel à couper beaucoup les glucides. On peut couper aussi les fibres, et ça, c'est pas une bonne idée. Au niveau de nos bactéries intestinales, on a besoin de ces fibres-là. On peut aussi, il y a certains produits, si on se tourne vers des produits qui sont sans gluten, qui ne sont pas nécessairement enrichis. Alors, quand c'est pas enrichi ou c'est fait avec des fécules, des choses comme ça, bien, c'est pas aussi nutritif. Alors, on le fait seulement quand on est obligé. Donc, si je continue aussi, vous êtes peut-être intolérant, ou vous vous dites, j'ai essayé ça et je continue à croire que je ne tolère pas le gluten, mais c'est peut-être parce que vous avez une autre condition qui s'appellerait un côlon irritable, par exemple. Alors, dans le côlon irritable, vous avez le FODMAP, qui est le sujet de ma prochaine chronique. La cavalière lavalloise Emmanuelle Roussio a remporté la médaille d'or au saut d'obstacles aux championnats équestres interprovinciaux du Canada qui a eu lieu du 3 au 5 octobre dernier à Blainville. C'est avec l'aide de sa jument Lolita qu'elle a réussi cet exploit, même si les conditions n'étaient pas idéales avec un terrain très boueux. Elle a déjà des nouveaux objectifs pour la saison 2015, celui de défendre son titre qu'elle vient juste de gagner en sautant 1,20 m et celui de participer à des compétitions à l'extérieur du Québec. De son côté, Stéphanie Bourassa, également de Laval, a contribué à la médaille d'or au saut d'obstacles dans sa première journée de compétition, pour finir au 4e rang de ce grand événement. Maintenant, la saison de compétition est terminée pour nos 2 cavalières de Laval. Nous vous souhaitons un bon repos et félicitations pour vos médailles d'or. Notre invitée athlète de la semaine se nomme Cynthia Saint-Georges. Elle est membre de l'équipe de curling du club Laval sur le lac. Elle a participé à ses premiers Jeux du Québec à l'âge de 9 ans et elle est supposément très bonne pour brosser. Est-ce que c'est vrai, Cynthia? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Je voulais commencer au début parce que tout à l'heure, ton coach et ton père m'expliquaient la distinction entre brosser et balayer. C'est quoi la distinction, là? Explique-moi. Dans le fond, c'est que au début du curling, il brossait avec des balais à poils. Donc, c'est pour ça qu'on disait plus balayer, parce que quand on balaye dans notre maison, on balaye avec le balai à poils. Mais maintenant, c'est des brosses synthétiques. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a changé pour brosser. Bien, merci de nous avoir expliqué ça. Alors aujourd'hui, comme on a parlé un petit peu plus tôt avec ton père, on parle des réalités familiales dans le monde du sport. Et toi, puisque ton père, c'est ton entraîneur, eh bien, Michel et moi, on voulait aborder ça avec toi, la réalité, là. C'est comment que ça se passe avoir son père comme étant son entraîneur? C'est spécial. Oui. Il y a des excellents côtés, comme on a une super bonne relation sur les glaces. C'est plus facile
des fois, c'est plus facile de communiquer. On peut plus se dire qu'est-ce qui nous dérange aussi. Des fois, on peut plus se parler ouvertement parce qu'on se connaît plus. Admettons, aussi, s'il veut me dire des commentaires, ça va mieux passer. Mais si aussi, c'est qu'est-ce qui est le côté difficile, c'est que justement, on peut amener certains problèmes qui s'est passé sur la glace ou dans un club de curling, on peut les amener à la maison. C'est ça que c'est un petit peu plus difficile de gérer dans ce temps-là. Donc, tu dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ça dépend. Si c'est une bonne journée, il y a des avantages. Si c'est une moins bonne journée, il y a peut-être un petit peu plus de difficulté à gérer ça. Est-ce que tu penses que quand ça commence, on aime ça avoir nos parents, notre père, notre mère présents là, justement, pour nous aider à peut-être débuter, se lancer dans un sport, aussi, partager le plaisir. Quand il y a des voyages à l'extérieur, oui. on a notre père ou notre mère, par exemple, qui peut nous accompagner. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que, justement, j'ai commencé quand j'étais vraiment jeune. Puis, donc, mon père qui était avec moi, c'était plus facile parce que j'ai toujours été dans une équipe avec des plus vieilles. Donc, si jamais les plus vieilles étaient avec leurs amis, moi, j'étais plus un petit peu avec mon père. Donc, c'est pour ça. Ça te permettait d'avoir quelqu'un que tu connaissais, qui était proche de toi dans les événements, les compétitions, ces choses-là. Oui. OK. Et est-ce que tu allais enchaîner? Par exemple, tu nous as parlé aussi des côtés négatifs. Ramener des conversations du curling à la maison. Qu'est-ce que ça fait pour toi, ce genre de dynamique-là? Est-ce que tu aimes ça ou des fois, tu aimerais ça qu'on passe à côté des mauvaises journées qu'on peut avoir? Ou, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est quand les sujets, justement, remontent, on essaie de plus les amener à... que ça soit plus léger. Mais c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est sûr que si jamais les mauvaises journées seraient à éviter, je les éviterais. Mais c'est comme, il n'y a pas une soirée ou un souper qu'on finit pas par parler de curling à un moment donné dans la soirée. Mais j'aime ça. C'est présent dans la famille. Je pense que c'est une passion aussi. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette passion-là à l'intérieur de la famille où tous les gens se retrouvent avec un élément qui peut être le sport, qui peut être d'autres choses, mais dans votre cas, c'est au niveau du sport. Parce que tu as ta sœur aussi dans l'équipe. Comment est-ce que ça se passe, jouer dans la même équipe que notre sœur? Est-ce qu'on se sent en compétition? Est-ce que des fois, on essaie de prendre un petit peu plus l'attention? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a une certaine dynamique qui se développe? Ou justement, comme avec mon père, là maintenant, je suis plus... on est comme plus âgés, puis je suis plus mature, donc c'est vrai que t'es très vieille, 13 ans, c'est ça? Oui. J'ai comme plus de rapprochement avec ma soeur que quand j'étais petite. Fait que, donc, ça m'aide. J'ai quelqu'un avec moi aussi, comme j'avais mon père. Maintenant, j'ai quelqu'un qui, de mon entourage de la famille, qui est avec moi sur la glace. Il y a aussi des fois, aussi, comme j'ai dit, des côtés négatifs. Là, par exemple, l'inconvénient, c'est des fois, il y a quelque chose qui se dit sur la glace, puis ça va passer moins bien vu que c'est ma soeur ou vu que c'est ma soeur. On se permet plus de choses des fois avec les membres de notre famille, ça se peut. Qu'avec quelqu'un qu'on connaît un peu moins. C'est ça. Tu parles justement que ça l'a changé ou que ça a été un avantage dépendamment avec l'âge que tu prenais puis la maturité que tu prenais. C'est quoi tu pourrais dire comme différence entre quand tu étais dans un environnement au départ à 9-10 ans, d'avoir ton père et ta sœur présentes, puis maintenant à 13-14 ans? C'est quoi les grosses différences ou qu'est-ce que tu as aimé de cette transition-là, de ces changements-là? Ça a été un gros changement parce que quand j'étais petite, je réalisais pas... j'avais pas autant d'amis. Je me renfermée un petit peu plus. C'est ça. J'étais plus gênée. Fait que j'étais moins avec les autres. Je me tenais plus avec mon père, avec le coach. Donc, c'est pour ça que, admettons, ma soeur était avec ses autres amis. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus comme moins développé quand j'étais petite. Ton côté social, c'est ça que tu veux dire? Mais là, maintenant, je suis moins gênée. J'ai plus... d'amis, donc je m'encadre bien, puis je m'entoure bien, donc ça m'aide. Donc, est-ce que tu penses que si ton père n'avait pas été là, tu serais une personne différente, peut-être un petit peu plus gênée, peut-être que tu aurais de la difficulté à aller vers les gens? Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous exprimer?
Ben, c'est que oui, un petit peu, parce que si j'aurais plus mon père, peut-être que je me serais plus renfermée, parce que ça m'a beaucoup aidé de l'avoir lui, puis avoir ma soeur aussi dans mon équipe. Ça m'a permis, il fallait que je fasse ma place aussi dans l'équipe, parce que je pouvais pas tout le temps rester en arrière, puis juste laisser les autres aller en avant puis se présenter. Fait qu'il fallait que je prenne ma place aussi. Donc les avoirs, là, ils m'ont comme donné plus de conseils, puis ça m'a plus aidé à déjeuner puis à être plus sociale. Et regarde l'athlète que tu es devenue aujourd'hui. Mais Cynthia, merci beaucoup d'avoir été là. On aimerait te souhaiter bonne chance parce que tu t'en vas. La première fin de semaine de novembre va avoir lieu la qualification des Jeux du Canada à Prince George en Colombie-Britannique. Donc, bonne chance à toi et ton équipe. Puis au plaisir de te revoir. Merci. Merci beaucoup. C'était plaisir. Bye-bye. Le commencement du chantier du complexe multifonctionnel, culturel et sportif de Laval a été annoncé au début du mois d'octobre. La Place Belle aura 46 loges disponibles et pourrait accueillir jusqu'à 13 000 spectateurs. Le directeur général d'Evenco, M. Jacques Aubé, nous dit que l'amphithéâtre pourrait devenir un complément au Centre Bell avec une programmation diversifiée et de grande qualité. En effet, lors de sa première année, plus de 120 spectacles seront présentés à la Place Bell. Du côté sportif, les amateurs de hockey pourraient assister au camp d'entraînement du Canadien de Montréal et aux rencontres intra-équipe et pré-saison de la formation de la LNH. M. Aubé espère également qu'on aura la chance d'avoir une équipe professionnelle comme les Bulldogs d'Hamilton ou le club école des Canadiens de Montréal en 2017 à la Place Bell. Nous souhaitons bonne chance à tous ces beaux projets pour notre nouvel amphithéâtre. Alors aujourd'hui, on regarde les réalités familiales dans le sport et bien sûr qu'au niveau du sport amateur et au Québec, c'est une réalité qui est commune. Il y a plusieurs parents qui vont s'engager, qui vont aider, initier leurs enfants à différents sports qu'ils ont eux-mêmes pratiqués. Donc, si on veut regarder un peu les rôles et les tâches que chaque personne a à jouer, c'est important de se rendre compte que chaque rôle, chaque relation est différente. Chaque relation, chaque individu va apporter quelque chose de différent à notre jeune et à notre jeune athlète. Donc, le coach va lui présenter ou être en charge du développement technique, sportif chez notre jeune athlète. Le parent, bien, son principal rôle, c'est de le soutenir, de l'encourager. Et un spécialiste comme un préparateur physique, une masso, une physio ou un préparateur mental va simplement venir contribuer, va simplement rajouter certains éléments à cet environnement-là, cet encadrement-là. C'est sûr aussi que les relations vont changer avec le temps. Un parent qui initie son jeune à une pratique sportive va surtout l'amener à regarder le plaisir, à partager son plaisir, alors que quand on commence à regarder un petit peu plus le développement à long terme puis le développement de l'athlète dans son sport, bien, on va peut-être avoir un parent qui va prendre un rôle un petit peu plus effacé et laisser le développement technique et sportif à une personne, une ressource beaucoup plus expérimentée. Et enfin, c'est sûr que si notre jeune tend à aller vers la haute performance ou à devenir professionnel dans son sport, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, je vous dirais que le parent revient un peu plus à son rôle initial, de principalement être le supporter, de simplement encourager son jeune et non pas de venir encore là être impliqué dans le développement sportif. Donc, c'est des relations qui sont uniques, c'est des relations qui vont amener des choses différentes et qui vont probablement se changer, se transformer avec le temps et avec les différents stades dans lesquels notre jeune se retrouve. Ici, Mme Christiane Despatie et Séverine Tamborero. Donc, Mme Despatie, qui est la mère d'Alexandre Despatie, le plongeur, qui a écrit un livre, qui ont co-écrit un livre, La performance à quel prix, et qui justement vient présenter un peu les réalités de la relation parent, coach et athlète, et qui présente principalement 5 types de parents. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de se rendre ou de se développer comme un parent, ce qui, eux, ils présentent un parent équilibré, c'est-à-dire un parent qui va être en mesure de faire la différence entre les réalités familiales et les réalités sportives, donc de bien distinguer les éléments ou les milieux de l'un de l'autre. C'est sûr qu'on va essayer de ne pas être
impliqués dans le coaching, de ne pas jouer le rôle du coach, de ne pas jouer le rôle du spécialiste. Donc, c'est important, comme je le disais, que chaque personne respecte l'expertise de chacun, que chaque personne vienne jouer son rôle parce que notre jeune, l'athlète, a besoin de ces différentes personnes-là, a besoin d'avoir alentour de lui des gens qui vont nécessairement lui apporter des choses différentes. Donc, le parent équilibré, ça va être quelqu'un qui va distinguer la vie familiale de la vie sportive. Ça va être quelqu'un qui va principalement venir supporter notre jeune. Alors, je vous dirais en conclusion, puis pour terminer, que principalement, lorsqu'on encadre notre jeune, il faut simplement jouer notre rôle de parent. Il faut simplement venir avec lui le supporter dans son développement, dans son plaisir, dans sa pratique sportive. Et je vous souhaite d'être impliqués et supporter vos jeunes dans leur sport. Au football, les Loups du curé Antoine Labelle ont un très beau début de saison. Leur entraîneur Philippe Berthiaume croit que c'est l'ajout de Benoît Groux au sein du personnel d'entraînement qui en est la cause. Benoît Groux, ancien carrière étoile des Loups, des Spartiates du Cégep Vieux-Montréal et du Rouge et Or de l'Université Laval, agit comme coordonnateur offensif des Loups et comme responsable du programme de football au sein de l'établissement scolaire. Sa grande expérience aide les joueurs à être encore meilleurs avec une attaque améliorée et diversifiée. L'équipe des Loups a comme mission cette année de remporter bien sûr les parties de la saison régulière, mais également de remporter le bol d'or, emblème de la suprématie du football scolaire. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre nouvelle saison et bonne chance également à M. Groux pour votre nouveau poste. C'est ce qui met fin à cette émission de Sportneuf Laval pour la semaine. Donc, on va remercier notre chroniqueuse nutrition Marie-France Lalancette, ainsi que notre lectrice de nouvelles Roberta Arguello. On veut aussi remercier nos invités qui sont venus en studio, Michel et Cynthia Saint-Georges de l'équipe Laurie, le club de curling de Laval sur le lac. Et en terminant, on a une petite question pour vous que vous pouvez aller répondre sur notre compte Twitter à Sportneuf Laval, sport avec un S. Notre question de la semaine, quels sont les aspects positifs ou négatifs d'avoir pour entraîneur ou coéquipier certains membres de notre famille? Toi, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que ça nous permet de partager une passion. Je pense qu'on a beaucoup à gagner. C'est juste qu'il faut bien encadrer, bien structurer les façons de communiquer pour éviter que ce qui peut se passer sur la glace ou sur le terrain viennent miner nos relations familiales. Toi, de ton côté, Sarah? Moi, de mon côté, bien, écoute, j'ai déjà joué il y a quelques années au soccer avec ma plus jeune sœur. Et je dois dire que c'était quand même le fun côté aussi logistique pour les parents, c'est-à-dire que quand il y a une partie, quand il y a un entraînement, t'embarques les deux enfants dans la même voiture et c'est plus simple comme ça. Donc, ça permet de passer aussi plus de temps en famille. Je dirais côté aspect négatif, c'est comme si ma sœur et moi, on avait développé une sorte de compétition. Ouais. Il y a des fois de la petite jalousie qui se développe s'il y a quelqu'un qui est, par exemple, qui compte plus de buts que l'autre dans une partie. Donc, ça finit que ça vole un petit peu la vedette. Mais côté général, je pense que c'est très positif. Oui, je pense que ça permet justement de partager peut-être des voyages, de partager des moments qu'on n'aurait pas nécessairement si on ne partageait pas ensemble un sport ou une activité. C'est vrai. Donc, ça permet des belles relations et peut-être aussi des soupers endiablés, des conversations endiablées. Sûrement. Bon, ben merci Michel d'avoir été là. Toi. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.